Mon fiancé, Marc, se pencha sur mon lit d'hôpital, sa main froide sur la mienne. Il ne me regardait pas, ses yeux étaient fixés sur l'embrasure de la porte où ma famille venait de disparaître, emmenant avec eux ma fille de 6 mois, Chloé. « Lisa », murmura-t-il à la voix tendue, « je n'ai pas un bon pressentiment. Quelque chose ne va vraiment pas. » Je serrai sa main, un brouillard d'anesthésie s'accrochant encore à mes pensées. « C'est ma famille, Marc. Ils sont théâtraux, mais ce ne sont pas des monstres. » Il croisa enfin mon regard, son expression un mélange de peur et de pitié que je ne comprendrai que 12 heures plus tard. 12 heures plus tard, après que ma mère eut refusé de répondre à mes appels, j'apprendrai la véritable signification du regret. Et 5 heures après cela, j'appelai la police. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. Pour comprendre pourquoi j'ai un jour pensé que laisser mon bébé avec eux était une décision à laquelle on pouvait survivre, il faut que vous compreniez ma famille. Pendant 30 ans, j'ai été l'adulte désigné. Ce n'était pas un titre pour lequel j'avais postulé. Il m'a été remis le jour de la naissance de ma sœur cadette, Claire. Claire était l'artiste, l'esprit libre, celle qui ne pouvait pas être accablée par des choses comme payer les factures à temps ou se souvenir d'acheter du papier toilette. J'étais l'organisatrice, la responsable, le filet de sécurité humain. Mes parents, Dieu bénisse leur cœur complaisant, voyaient cela comme un arrangement parfait. J'étais leur Rock, leur Lisa, celle qui serait toujours là, qui nettoierait et qui paierait. C'était mon rôle dans notre petit drame familial. Et pendant très longtemps, je l'ai joué sans me plaindre. Être le Rock signifiait que j'étais fiable, mais cela signifiait aussi qu'on me tenait pour acquise, mes propres besoins et sentiments s'érodant lentement sous la pression constante de ceux de tous les autres. Quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, la réaction a été intéressante. Ma mère a pleuré, non de joie, mais avec une étrange énergie paniquée. « Mais nous alors ?» s'était-elle lamentée au téléphone. « Qui aidera ton père avec les impôts? Qui me conduira à mes rendez-vous ?» C'était une leçon de maître pour faire de l'événement de ma vie un événement la concernant. La réaction de Claire fut encore pire. Elle avait regardé mon ventre naissant avec un air de curiosité détachée, comme si j'avais acquis un animal de compagnie étrange et d'une taille peu pratique. « Eh bien, j'espère que tu sais ce que tu fais », avait-elle dit, avant de se lancer dans un monologue de 20 minutes sur son dernier cours de poterie. Marc, mon fiancé, voyait tout. Il était l'observateur silencieux dans le coin, l'anthropologue étudiant une tribu qui avait en quelque sorte défié les lois de l'évolution émotionnelle. Il les appelait les « vampires émotionnels », un terme que je trouvais à la fois hilarant et terriblement juste. Il voyait les manipulations subtiles, le détournement cognitif constant, la façon dont ils ramenaient chaque conversation à eux-mêmes. C'est lui qui m'a fait remarquer qu'ils ne me demandaient jamais comment j'allais, seulement ce que je pouvais faire pour eux. Ils n'essayaient pas de me monter contre eux. Ils me tendaient juste un miroir, et le reflet était profondément troublant. L'opération n'était pas négociable, une complication de la césarienne qui s'était progressivement aggravée. C'était une procédure simple, mais elle nécessitait une nuit à l'hôpital. Ma première pensée, ma seule pensée, était Chloé. Elle était mon monde entier, une petite humaine parfaite qui sentait le lait et le soleil. L'idée d'être loin d'elle, ne serait-ce qu'une nuit, était physiquement douloureuse. Marc ne pouvait pas prendre de congé avec un préavis aussi court, son emploi était nouveau et son patron était un intransigeant notoire. Alors, je me suis tournée vers la seule autre option que j'avais, ma famille. La conversation où je leur ai demandé de l'aide était une performance digne d'un feuilleton de l'après-midi. J'ai réuni mes parents et Claire dans mon salon, l'air épais de l'odeur du parfum entêtant de ma mère. J'ai exposé la situation calmement et clairement. J'avais besoin d'une opération. J'avais besoin de quelqu'un pour garder Chloé pendant 24 heures. Ma mère a joint les mains sur sa poitrine, les yeux écarquillés d'une inquiétude feinte. « Oh, ma pauvre chérie !» a-t-elle roucoulé, m'adressant sa performance. « Bien sûr que nous allons t'aider. Nous sommes une famille. Quelle sorte de monstre serions-nous si nous ne le faisions pas ?» Claire, pendant ce temps, faisait défiler son téléphone, soupirant occasionnellement de manière dramatique pour s'assurer que nous savions tous à quel point elle s'ennuyait. Mon père, un homme dont l'état émotionnel principal était une sorte de confusion douce et perplexe, se contentait d'acquiescer, marmonnant de temps en temps. « Ce que ta mère dira. » J'aurais dû voir les signaux d'alarme. Ils flottaient pratiquement sous mon nez, de gigantesques bannières cramoisies de dysfonctionnement. Mais j'étais désespérée. Et le désespoir, comme j'allais l'apprendre, est un anesthésique puissant. Il vous rend insensible à l'évidence. Il vous fait croire que les gens qui vous ont constamment laissé tomber toute votre vie deviendront soudainement, miraculeusement, fiables.
Nous avons passé l'heure suivante à passer en revue le programme de Chloé dans les moindres détails. J'avais tapé un document de 5 pages, avec les heures de repas, les horaires de sieste et une liste de ses berceuses préférées. Je leur ai montré où se trouvaient les couches, comment chauffer le biberon, la manière spécifique dont elle aimait faire son rot. Ma mère hochait la tête avec enthousiasme, tandis que Claire laissait échapper un autre long soupir de martyr. « Lisa, je pense que nous savons comment nous occuper d'un bébé », a-t-elle dit, son ton dégoulinant de condescendance. « Ce n'est pas sorcier. » L'ironie de cette déclaration me frapperait plus tard avec la force d'un coup physique. Avec le recul, tout n'était qu'une mascarade. Ils n'écoutaient pas. Ils attendaient juste que je finisse pour pouvoir retourner à leur propre vie, à leurs propres priorités. Ils ne voyaient pas cela comme une faveur, mais comme un inconvénient, une perturbation temporaire de leur programme habituel. Et moi, l'éternelle optimiste, celle qui a toujours cru en la meilleure version de sa famille, j'ai choisi d'ignorer les signaux d'avertissement. J'ai choisi de croire que cette fois, pour une fois, ils feraient passer les besoins de quelqu'un d'autre avant les leurs. C'était une erreur de calcul catastrophique. Le matin de l'opération, ils sont arrivés chez moi dans un tourbillon d'énergie chaotique. Ma mère portait une nouvelle robe, bien trop chic pour une journée de babysitting. Claire se plaignait d'un mal de tête et du fait qu'elle manquait un cours de yoga très important. Mon père était, comme d'habitude, juste en quelque sorte, là, une présence silencieuse et vaguement anxieuse. Ils ont roucoulé devant Chloé, cela passant comme un objet de nouveauté. « Oh, elle a tes yeux, Lisa », a dit ma mère, la voix un peu trop forte. « Mais elle a mes beaux cheveux », a ajouté Claire, un commentaire si absurde que j'ai failli rire. Ils étaient déjà en train de tout ramener à eux, transformant ma fille en une collection de leurs propres meilleures caractéristiques. J'ai essayé de leur expliquer l'emploi du temps une dernière fois, la voix tendue par l'anxiété. « N'oubliez pas, elle a besoin de sa sieste à midi et elle n'aime que la tétine bleue. » Ma mère a fait un geste dédaigneux de la main. « Ne t'inquiète de rien, ma chérie. On gère. Concentre-toi juste sur ta guérison. » Ils m'ont poussée vers la porte, leur sourire un peu trop vif, leurs assurances un peu trop creuses. En montant dans la voiture avec Marc, j'ai regardé la maison. Ma mère tenait Chloé, mais elle regardait son téléphone, son pouce balayant l'écran avec fureur. Claire était déjà dans la cuisine, se préparant probablement un smoothie. Un nœud d'angoisse froid s'est serré dans mon estomac. J'ai essayé de le refouler, me disant que c'était juste la nervosité préopératoire. J'étais paranoïaque. C'était ma famille. Mon sang. Ils m'aimaient. Ils aimaient Chloé. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? C'est une question que je me poserai 1000 fois au cours des jours suivants, chaque fois avec une nouvelle vague de nausées et de dégoût de moi-même. La vérité, c'est que je savais. Au fond de moi, dans cet endroit où résident vos peurs les plus sombres, je savais. Je n'étais tout simplement pas prête à l'admettre. L'admettre aurait signifié admettre que toute ma vie, toute ma conception de ma famille, était un mensonge. Et c'était une vérité bien plus terrifiante que n'importe quelle opération. L'opération s'est bien passée. Le médecin était content, les infirmières étaient gentilles, et la morphine était une couverture chaude et duveteuse contre la douleur. J'entrais et sortais de la conscience, mes pensées un désordre confus d'odeurs d'hôpital et de rêves fragmentés. Chaque fois que je refaisais surface, ma première pensée était pour Chloé. J'attrapais mon téléphone, mes doigts maladroits et lents, et j'envoyais un texto à ma mère. « Comment va-t-elle? A-t-elle pris son biberon ?» Les réponses étaient toujours brèves, presque sèches. « Elle va bien. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Repose-toi. » J'ai essayé d'appeler une fois, mais je suis tombée directement sur sa messagerie vocale. Je me suis dit qu'elles étaient juste occupées avec le bébé. Elles ne voulaient pas me déranger. C'était une explication plausible. C'était aussi une fabrication complète, une histoire que je me racontais pour tenir la panique à distance. Marc était assis à mon chevet, sa présence un réconfort silencieux. Il me tenait la main, remplissait mon verre d'eau et m'écoutait babiller à propos de Chloé. Mais je pouvais voir la tension dans ses épaules, la façon dont sa mâchoire était serrée. Il n'arrêtait pas de vérifier son propre téléphone, le front plissé par la concentration. « As-tu de leurs nouvelles ?» demandai-je. « Juste un texto », répondait-il, sa voix soigneusement neutre. Ils ont dit que tout allait bien, mais tout n'allait pas bien. Nous le savions tous les deux. L'air dans la pièce était lourd d'une peur tacite. C'était le genre de silence qui est plus bruyant que n'importe quel son, une chape de plomb lourde et suffocante. Nous étions en attente, attendant une catastrophe que nous ne pouvions pas encore nommer. Avec le recul, je vois que nous étions tous les deux complices de la supercherie. Je me mentais à moi-même, et il me mentait, tous deux essayant de protéger l'autre d'une vérité que nous suspections, mais que nous n'étions pas prêts à affronter. C'était une trêve fragile,
un cessez-le-feu temporaire dans une guerre qui avait déjà commencé. Et à mesure que les heures passaient, le silence de ma famille devenait de plus en plus inquiétant, un vide béant là où des assurances auraient dû se trouver. La couverture duveteuse de la morphine commençait à se dissiper, remplacée par le picotement froid et aigu de l'anxiété. Quelque chose n'allait pas, terriblement, horriblement mal. Le soir venu, l'anxiété s'était transformée en une panique totale. Je n'avais pas reçu de texto de ma mère depuis plus de 3 heures. Chaque appel que je passais tombait directement sur sa messagerie vocale, qui était pleine. J'ai appelé mon père, et il n'a pas décroché. J'ai appelé Claire, et son téléphone était éteint. Mon esprit s'est emballé, évoquant 1000 scénarios différents, chacun plus terrifiant que le précédent. Y avait-il eu un accident? Chloé était-elle malade? La maison avait-elle brûlé? Marc a essayé de me calmer, sa voix un murmure bas et régulier. « Je suis sûre qu'elles sont juste débordées, Lisa. Tu sais comment elles sont. » Mais même lui n'avait pas l'air convaincu. Ses yeux parcouraient la pièce, évitant les miens. Il faisait maintenant les 100 pas, tel un animal en cage dans la petite chambre d'hôpital stérile. J'ai commencé à pleurer, des larmes chaudes et silencieuses de frustration et de peur. Une infirmière est entrée pour vérifier mes constantes, son air joyeux contrastant vivement avec la tempête qui faisait rage en moi. « Tout a l'air bien, » dit-elle, inconsciente de ma détresse. « Vous sortirez d'ici en un rien de temps. » J'avais envie de lui crier dessus. Je voulais lui dire que rien n'allait bien, que mon monde basculait sur son axe, et que j'étais piégée dans ce lit, impuissante et terrifiée. J'ai ressenti une envie primitive, animale, d'arracher ma perfusion, d'enfiler mes vêtements et de m'enfuir de cet hôpital. Je devais retrouver mon bébé. Je devais la voir, la tenir, savoir qu'elle était en sécurité. La partie logique de mon cerveau, la petite voix rationnelle qui m'avait guidée toute ma vie, me hurlait de me calmer, d'être raisonnable. Mais la mère en moi, la lionne féroce et protectrice, rugissait. Et son rugissement noyait tout le reste. C'est à ce moment-là, alors que la panique menaçait de me consumer, que le téléphone de Marc a vibré. Il a regardé l'écran, son visage pâlissant. Il n'a pas dit un mot. Il m'a juste tendu le téléphone. C'était un texto de sa sœur. Et il contenait une seule photo, glaçante. La photo était une capture d'écran de la page des réseaux sociaux de ma sœur Claire. C'était la photo d'un bébé. Un bébé avec les grands yeux bleus et les joues potelées de ma fille. Mais ce n'était pas Chloé. Ce bébé portait une robe rose à froufrou que je n'avais jamais vue auparavant, un minuscule bracelet en argent au poignet. Et la légende en dessous disait « Voici ma magnifique nièce Amélia. » Tellement amoureuse. Je fixais l'écran, mon cerveau refusant de traiter ce que je voyais. Amélia? Qui diable était Amélia? J'ai regardé Marc, les yeux écarquillés d'une question que je n'osais pas poser. Il a juste hoché la tête, le visage sombre. « Je crois, dit-il, d'une voix qui n'était qu'un murmure, qu'ils ont renommé notre fille. » Les mots flottaient dans l'air, absurdes et monstrueux. Renommé? Les gens ne renomment pas simplement les enfants des autres. C'était digne d'un film d'horreur, une intrigue tordue et incroyable. Mais c'était là, noir sur blanc, aux yeux du monde entier. Ma sœur, ma propre sœur, avait volé l'identité de ma fille. La panique que j'avais ressentie auparavant n'était rien comparée à la vague de rage glaciale qui m'a submergée. C'était une fureur froide et nette, une colère juste qui a consumé les derniers vestiges de ma peur. Il n'avait pas seulement été irresponsable, il n'avait pas seulement été négligent. C'était un acte de cruauté calculé et délibéré. C'était un jeu de pouvoir, une tentative tordue de m'effacer, de s'approprier mon enfant. Et à cet instant, je sus, avec une certitude qui me glaça jusqu'aux os, que ce n'était que le début. La photo était une déclaration de guerre, et j'allais sacrément me battre. J'ai arraché la perfusion de mon bras, ignorant la vive douleur. « Prends mes vêtements » ai-je lancé à Marc, d'un grognement sourd que je ne reconnaissais pas. « Nous partons. » Maintenant, il n'a pas discuté. Il s'est simplement exécuté, ses gestes rapides et efficaces. Il savait, aussi bien que moi, que le temps des paroles était révolu. L'infirmière s'est précipitée, les yeux écarquillés d'alarme. « Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas partir. Vous venez d'être opéré. » Je l'ai à peine regardé. « Regardez-moi bien, » ai-je dit, ma voix glaciale. J'ai signé les formulaires de décharge contre avis médical d'une main tremblante, ma signature une entaille déchiquetée sur la page. Chaque fibre de mon être me hurlait d'aller retrouver Chloé. Le trajet de 20 minutes en voiture jusqu'à la maison de mes parents a été le plus long de ma vie. J'étais assise sur le siège passager, mon téléphone serré dans ma main, mon pouce planant au-dessus du bouton d'appel de la police. Je leur donnais une dernière chance. Une dernière chance de s'expliquer, de s'excuser, de réparer ça.
C'était un espoir insensé, je le savais, mais c'était tout ce qu'il me restait. Quand nous nous sommes garés devant la maison, il faisait nuit. Pas une seule lumière n'était allumée. Une nouvelle vague de peur, froide et aiguë, a percé ma colère. Où était-il? Où était mon bébé? Marc a posé une main sur mon bras. « Laisse-moi y aller en premier », a-t-il dit, la voix ferme. J'ai hoché la tête, la gorge trop serrée pour parler. Il est sorti de la voiture et s'est dirigé vers la porte d'entrée, ses pas résonnant dans la rue silencieuse. Il a frappé une fois, puis 2 fois. Pas de réponse. Il a essayé la poignée. Elle n'était pas verrouillée. Il a poussé la porte et a disparu à l'intérieur. J'ai attendu, mon cœur battant contre mes côtes comme un oiseau pris au piège. Après ce qui m'a semblé une éternité, il est ressorti, son visage un masque d'incrédulité. « Ils sont partis ?» a-t-il dit, la voix creuse. « La maison est vide. Ils sont tous partis. » La maison était plus que vide. Elle était dépouillée. Nous avons traversé les pièces silencieuses, l'air froid et vicié. Le salon, autrefois encombré des bibelots de ma mère, était nu. Les photos de famille avaient disparu des murs, laissant des rectangles pâles sur le papier peint délavé. Dans la cuisine, les placards étaient ouverts, leur contenu vidé. C'était comme si la maison avait été saccagée, mais avec une étrange précision méthodique. Ils n'étaient pas seulement partis, ils avaient évacué. Nous sommes montés à l'étage, mon cœur un poids de plomb dans ma poitrine. La chambre de Chloé, celle que ma mère avait insisté pour installer, était le pire. Le berceau avait disparu. La table à langer avait disparu. Le fauteuil à bascule où j'avais passé d'innombrables heures à allaiter ma fille avait disparu. Tout ce qui restait était une seule chaussette égarée au milieu du sol. Je l'ai ramassée, le tissu doux, un rappel douloureux du petit pied de ma fille. Je me suis effondrée sur le sol, la chaussette serrée dans ma main, et j'ai finalement laissé échapper le sanglot qui montait dans ma poitrine depuis des heures. C'était un son rauque, guttural, le son d'une mère à qui on a volé son enfant. Marc s'est agenouillé à côté de moi, ses bras m'enlaçant dans une étreinte serrée. Il n'a rien dit. Il n'y avait rien à dire. La maison vide était un témoignage de leur trahison, un réquisitoire silencieux et accablant contre les gens que j'avais autrefois appelés ma famille. Ils n'avaient pas seulement pris ma fille. Ils avaient essayé de l'effacer, de m'effacer, de réécrire l'histoire avec leur propre récit tordu. Et alors que j'étais assise là, entourée par les fantômes de mon passé, je savais que c'était une blessure qui ne guérirait jamais complètement. C'était une trahison si profonde, si absolue, qu'elle altérait à jamais le paysage de ma vie. La Lisa qui était sortie de cet hôpital avait disparu. À sa place se trouvait une femme que je ne reconnaissais pas, une femme forgée dans les feux de la rage et du chagrin, et elle n'aurait de repos que lorsqu'elle aurait retrouvé sa fille. Marc a appelé la police. J'étais assise sur le sol, engourdie et détachée, tandis qu'il expliquait la situation d'une voix calme et posée que je ne lui connaissais pas. Il leur a parlé de l'opération, de l'arrangement de babysitting, des textos étranges, de la publication sur les réseaux sociaux, de la maison vide. Il a utilisé des mots comme « enlèvement » et « kidnapping parental », des mots qui me retournaient l'estomac. Tout semblait si surréaliste, comme si je regardais une scène de film, sans la vivre. 2 policiers sont arrivés, un homme et une femme, leurs visages graves et professionnels. Ils ont parcouru la maison, leurs expressions indéchiffrables. Ils m'ont posé des questions, leur voix douce mais ferme. Quand avais-je vu ma fille pour la dernière fois? Que portait-elle? Ma famille avait-elle des antécédents de maladie mentale? Je répondais à leurs questions d'une voix plate et robotique, les mots se coinçant dans ma gorge. Chaque question était un nouveau coup de poignard, un rappel de ma propre stupidité, de ma propre confiance aveugle. La policière, une femme aux yeux bienveillants et à l'air pragmatique, s'est assise par terre à côté de moi. « Nous allons la retrouver », a-t-elle dit, sa voix douce mais certaine. « Nous allons faire tout notre possible. » Je voulais la croire. Je voulais désespérément la croire. Mais une petite voix cynique au fond de mon esprit me murmurait qu'il était trop tard. Ma famille avait une longueur d'avance. Ils pouvaient être n'importe où maintenant. Ils pouvaient être dans un autre État, un autre pays. Ils auraient pu disparaître sans laisser de traces. Les policiers ont émis une alerte Amber. Ils ont pris mon téléphone comme preuve. Ils ont relevé les empreintes digitales. Ils ont traité la maison comme une scène de crime, ce qui, ai-je réalisé avec un sursaut, était le cas. La maison de mon enfance, l'endroit où j'avais fait mes premiers pas, célébré mon premier anniversaire, était devenue la scène du crime le plus dévastateur de ma vie. Et tandis que les policiers travaillaient autour de moi, leurs mouvements efficaces et déterminés, j'ai ressenti un étrange sentiment de détachement, comme si je flottais au-dessus de mon propre corps, observant les décombres de ma vie,
se déroulait à une distance de sécurité. C'était la seule façon de survivre à l'insupportable réalité de la situation. C'était la seule façon de ne pas voler en éclats. Les jours suivants furent un enchaînement flou de nuits blanches et de journées alimentées à la caféine. Ma maison devint le quartier général non officiel de l'enquête. Des policiers allaient et venaient, leur visage une galerie tournante d'étrangers aux mines sinistres. Des amis apportaient de la nourriture que je ne pouvais pas manger, offraient des mots de réconfort que je ne pouvais pas entendre. J'existais dans un brouillard de chagrin et de rage, mes émotions trop à vif, trop accablantes pour être traitées. Je passais des heures en ligne, à éplucher les réseaux sociaux de Claire à la recherche d'indices. Sa page était un désert de perfection soigneusement orchestré, des photos de ses poteries, de ses poses de yoga, de ses lattes artisanaux. Et puis, c'était là, une nouvelle publication. Une photo de ma fille, ma Chloé, assise sur une plage, un minuscule chapeau de soleil sur la tête. La légende disait « Première virée d'Amélia à l'océan. C'est un bébé de l'eau, dans l'âme. » La photo était géolocalisée. Une petite ville en Floride, un endroit dont je n'avais même jamais entendu parler. J'ai montré la photo à la police, ma main tremblant si fort que je pouvais à peine tenir le téléphone. Ils ont immédiatement contacté les autorités locales en Floride. Ils avaient une adresse, un lieu physique réel. Pour la première fois depuis des jours, une minuscule lueur d'espoir s'est allumée dans ma poitrine. C'était une chose fragile, timide, mais elle était là. Ils étaient proches, nous étions proches. Marc et moi avons réservé le premier vol pour la Floride. Nous n'avons pas fait de valise. Nous sommes juste partis. Le trajet en avion fut une agonie. Je regardais par le hublot, les nuages un flou blanc contre le bleu infini, mon esprit un tourbillon chaotique de pensées. Que leur dirais-je? Que ferais-je? Comment pourrais-je jamais leur pardonner? La vérité, c'est que je ne pouvais pas. Le pardon était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Pas maintenant. Jamais. Tout ce que je voulais, c'était retrouver ma fille. Tout ce que je voulais, c'était la tenir dans mes bras, sentir son petit corps pressé contre le mien, respirer son odeur douce et familière. Tout le reste n'était que du bruit. Nous avons atterri en Floride et sommes allés directement au poste de police. Les agents locaux nous attendaient, leur visage un mélange de sympathie et de détachement professionnel. Ils avaient l'adresse, un petit bungalow de plage délabré que mes parents avaient apparemment loué. Ils avaient un plan, ils iraient à la maison et nous attendrions au poste. C'était pour notre propre sécurité, disait-il. Je n'ai pas discuté. J'étais trop fatiguée, trop épuisée émotionnellement pour me battre. Alors nous avons attendu. Nous étions assis dans une petite pièce sans fenêtre, l'air chargé de l'odeur de café rassis et de désinfectant. Les minutes s'égrenaient, chacune une éternité. Je fixais l'horloge sur le mur, la trotteuse se déplaçant avec une lenteur angoissante. J'ai essayé de prier, mais les mots ne venaient pas. Tout ce que je pouvais faire, c'était imaginer le visage de Chloé, ses yeux vifs et innocents, son sourire édenté. Je me suis accrochée à cette image, la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer. Après ce qui m'a semblé une vie, la porte s'est ouverte. Un policier est entré, son visage indéchiffrable. Mon cœur s'est arrêté. Nous l'avons, a-t-il dit, sa voix plate. Votre fille est en sécurité. Le soulagement fut si écrasant, si absolu, que mes genoux se sont dérobés. Je me serais effondrée si Marc n'avait pas été là pour me rattraper. J'ai éclaté en sanglots, de gros sanglots haletants de soulagement et de gratitude. Elle était en sécurité. Mon bébé était en sécurité. L'agent nous a conduits dans une autre pièce. Et elle était là, ma Chloé. Elle était assise sur les genoux d'une policière, un air un peu perplexe sur le visage. Elle portait la robe rose à froufrou de la photo. Elle avait l'air plus mince, plus pâle, mais elle était vivante. Elle était là. Je me suis précipitée vers elle, les bras tendus. « Chloé !» ai-je murmuré, la voix étranglée par l'émotion. Elle m'a regardée, le front plissé de confusion. Et puis, elle a commencé à pleurer. Ce n'était pas son pleur habituel, celui que je connaissais si bien. C'était un cri de peur, de détresse. Elle ne me reconnaissait pas. Ma propre fille ne savait pas qui j'étais. Et à cet instant, mon cœur s'est brisé en 1 million de morceaux. Les retrouvailles dont j'avais rêvé, celles qui m'avaient fait tenir toute la semaine passée, étaient un cauchemar. Chloé hurlait chaque fois que j'essayais de la prendre dans mes bras. Elle reculait à mon contact, son petit corps raidi par la peur. Elle ne se calmait que lorsque la policière la tenait, une étrangère qui était devenue sa source de réconfort. Les médecins de l'hôpital local ont dit que c'était une réaction courante dans les cas d'enlèvement parental. Ils appelaient ça « l'angoisse de l'étranger », un terme cruel et ironique pour un enfant qui avait été volé à sa propre mère. Ils m'ont dit qu'il faudrait du temps, de la patience et beaucoup d'amour pour reconstruire notre lien. Mais tout ce que je sentais,
C'était un trou béant et caverneux dans ma poitrine. Ma famille n'avait pas seulement volé ma fille. Ils m'avaient volé son amour pour moi. Ils m'avaient effacé de sa vie, m'avaient remplacé par eux-mêmes. C'était l'acte de cruauté ultime. Une blessure si profonde que je n'étais pas sûre qu'elle guérirait un jour. Mes parents et Claire ont été arrêtés, bien sûr. Ils ont été accusés d'enlèvement, un crime fédéral. Ils ne semblaient pas comprendre la gravité de la situation. Ma mère pleurait, non de remords, mais d'indignation. On essayait juste d'aider, gaignait-elle, sa voix une plainte aiguë et pathétique. Lisa est si théâtrale. Elle réagit toujours de manière excessive. Claire était encore pire. Elle était froide, provocante, ses yeux remplis d'un manque d'empathie glaçant. « C'était juste un malentendu ?» dit-elle, la voix dégoulinante de sarcasme. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait appelé la police pour sa propre famille. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprendraient jamais. Ils vivaient dans un monde qu'ils avaient créé. Un monde où leurs actions n'avaient aucune conséquence, où leurs sentiments étaient les seuls qui comptaient. Et en les regardant être emmenés menottés, je n'ai pas ressenti la moindre pitié. Tout ce que je sentais, c'était un nœud de rage froid et dur. Ils avaient essayé de détruire ma vie, de prendre la seule chose qui comptait le plus pour moi. Et pour ça, je ne leur pardonnerai jamais, au grand jamais. Le voyage de retour fut une affaire calme et sombre. Chloé a dormi pendant la majeure partie du vol, son petit corps blotti dans mes bras. Je la regardais respirer, le cœur endolori d'un amour si féroce qu'il en était presque douloureux. J'étais une étrangère pour elle, une femme au visage familier, mais à l'odeur inconnue, au contact inconnu. Je devais regagner sa confiance. Un biberon, un change de couche, une berceuse à la fois. C'était une tâche redoutable, une montagne que je n'étais pas sûre d'avoir la force de gravir. Mais je le devais, pour elle, pour nous. Quand nous sommes rentrés chez nous, la maison nous a semblé un sanctuaire. C'était un lieu de paix, de sécurité, un monde à part du chaos et de la trahison de la semaine passée. Marc était mon roc, mon ancre dans la tempête. Il s'occupait de tout, des courses aux avocats. Il m'a donné l'espace pour faire mon deuil, pour guérir, pour renouer avec ma fille. Les premiers jours furent difficiles. Chloé pleurait dès que Marc quittait la pièce. Elle ne me laissait la tenir que quelques minutes à la fois avant de commencer à se tortiller, son visage se crispant de détresse. Je me sentais comme une ratée, une imposture de mère. J'avais donné naissance à cet enfant, mais je ne savais pas comment la réconforter. Je ne savais pas comment la faire se sentir en sécurité. Mais je n'ai pas abandonné. Je lui chantais, les mêmes berceuses que je lui avais chantées dans mon ventre. Je lui lisais les mêmes histoires, ma voix un murmure bas et régulier. Je la tenais, même quand elle me repoussait, mon contact doux mais persistant. Et lentement, très lentement, elle a commencé à se souvenir. Une lueur de reconnaissance dans ses yeux, un petit sourire timide, une petite main se tendant pour toucher mon visage. Chacun d'eux était une victoire, un petit pas sur le long chemin qui nous ramenait l'une à l'autre. Et à chaque pas, le trou béant dans ma poitrine commençait à se refermer, remplacé par un espoir fragile et timide. Nous allions nous en sortir, nous allions surmonter ça, ensemble. La bataille juridique fut longue et sordide. Mes parents et Claire engagèrent un avocat de renom qui tenta de me dépeindre comme une mère instable et inapte. Ils prétendirent que j'étais émotionnellement volatile, que j'avais un historique de crise de nerfs. Ils tordirent mon chagrin et ma rage en arme contre moi, utilisant ma douleur comme preuve de mon instabilité. C'était un cas classique de blâme de la victime, une leçon de maître en matière de détournement cognitif. Mais j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas. J'avais la vérité. Et j'avais Marc. Il s'assit à mes côtés, à chaque déposition, chaque audience, sa présence une source de force silencieuse. Il n'a jamais flanché, n'a jamais douté de moi, même quand j'ai commencé à douter de moi-même. L'accusation avait un dossier solide. Ils avaient les publications sur les réseaux sociaux, les messages textes, le témoignage des policiers. Ils avaient la maison vide, les meubles manquants, les vêtements de bébé volés. Ils avaient une montagne de preuves qui pointaient vers un crime calculé et prémédité. La défense de ma famille était fragile, un patchwork de mensonges et de demi-vérités. Ils prétendirent que tout cela n'était qu'un malentendu, un différend familial qui avait été monté en épingle. Ils dirent qu'ils essayaient juste de protéger Chloé de mon comportement instable. Le jury n'a pas mordu à l'hameçon. Ils ont vu clair dans les mensonges, la manipulation, les tentatives pathétiques de rejeter la faute. Ils ont vu ma famille pour ce qu'elle était, égoïste, arrogante et cruelle. Ils ont été reconnus coupables de tous les chefs d'accusation. Enlèvement, complot en vue de commettre un enlèvement. Le juge les a condamnés à la peine maximale. 20 ans dans une prison fédérale,
sans libération conditionnelle. La salle d'audience était silencieuse à la lecture du verdict. Ma mère s'est effondrée en un tas sanglotant. Mon père regardait fixement dans le vide, son visage un masque d'incrédulité. Claire me foudroya du regard, ses yeux remplis d'une haine froide et venimeuse. Je n'ai pas ressenti de triomphe, de victoire. Tout ce que j'ai ressenti, c'était une tristesse profonde, jusqu'à la moelle. C'était ma famille, mon sang. Et ils allaient passer le reste de leur vie derrière les barreaux à cause d'un choix qu'ils avaient fait. Un choix né de l'égoïsme et d'un manque d'empathie stupéfiant. C'était une tragédie qu'ils avaient eux-mêmes créée. Et en sortant de cette salle d'audience, main dans la main avec Marc, je savais que j'étais enfin, vraiment, libre. La vie après le procès était un paysage étrange et nouveau. Le bourdonnement constant d'anxiété qui avait été mon compagnon pendant si longtemps avait disparu, remplacé par une paix calme et inhabituelle. Le monde semblait plus lumineux, les couleurs plus vives. C'était comme si j'avais vécu ma vie derrière un voile de gris, et maintenant, pour la première fois, je pouvais voir clairement. Chloé s'épanouissait. C'était une petite fille heureuse et en bonne santé, pleine de rire et de malice. Notre lien était plus fort que jamais, forgé dans les feux de notre traumatisme commun. Elle était ma petite ombre, ma compagne de tous les instants, ma plus grande joie. Nous ne parlions jamais de ma famille. Leur nom n'était jamais mentionné dans notre maison. C'étaient des fantômes, des spectres d'une vie passée, qui n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. Je les avais coupés de ma vie, une incision chirurgicale pour enlever le cancer qui m'empoisonnait depuis si longtemps. Ce fut un processus douloureux et brutal, mais nécessaire. C'était un acte d'autoconservation, un acte d'amour pour moi-même et pour ma fille. J'ai appris à fixer des limites, à dire non, à faire passer mes propres besoins en premier. J'ai appris que famille n'est pas un mot défini par le sang, mais par l'amour, le respect, le soutien indéfectible. Et j'avais ça. Je l'avais avec Marc, mon partenaire, mon rock, mon meilleur ami. Je l'avais avec Chloé, ma fille, mon cœur, ma raison d'être. J'avais construit une nouvelle famille, une famille de mon choix, une famille bâtie sur des fondations d'amour et de confiance. Et c'était une famille que personne ne pourrait jamais m'enlever. Les années ont passé. Chloé est passée de bambine à petite fille, une enfant brillante et curieuse, avec un sens de l'humour malicieux et un cœur plein de gentillesse. Elle savait, de la manière vague et abstraite dont les enfants comprennent ces choses, que ses autres grands-parents n'étaient pas des gens gentils. Nous ne l'avons jamais accablée avec les détails de ce qu'ils avaient fait. Nous voulions qu'elle ait une enfance heureuse et insouciante, non entachée par l'obscurité de notre passé. Mais parfois, le passé a une façon de refaire surface, de vous rappeler qu'il est toujours là, tapis dans l'ombre. J'ai reçu une lettre un jour, une lettre avec une adresse d'expéditeur d'une prison fédérale. Elle venait de ma mère. J'ai failli la jeter. Je n'avais aucune envie d'entendre ce qu'elle avait à dire, aucun intérêt pour ses excuses pathétiques ou ses apologies intéressées. Mais la curiosité, ce vieil ennemi familier, a eu raison de moi. J'ai ouvert la lettre, les mains tremblant légèrement. C'était une longue missive décousue, pleine d'apitoiements sur soi et de reproches. Elle écrivait sur les terribles conditions de la prison, la mauvaise nourriture, les gardiens impolis. Elle écrivait à quel point je lui manquais, comment elle priait pour moi chaque jour. Elle écrivait qu'elle avait fait une erreur, qu'elle avait été désespérée, qu'elle avait seulement voulu ce qu'il y avait de mieux pour Chloé. Il n'y avait pas un seul mot de remords sincère, pas une once de prise de responsabilité. Tout tournait autour d'elle, de sa souffrance, de sa douleur. Et puis, à la fin de la lettre, elle a eu l'audace de me demander une faveur. Elle voulait que j'écrive une lettre à la commission des libérations conditionnelles pour leur dire que je lui avais pardonné, que je croyais qu'elle avait été réhabilitée. Elle voulait que je l'aide à sortir de prison. J'ai regardé la lettre, un rire amer bouillonnant dans ma gorge. L'aplomb pur et simple de cette femme était presque impressionnant. Après tout ce qu'elle avait fait, après avoir essayé de voler mon enfant, ma vie, ma santé mentale, elle croyait toujours que je lui devais quelque chose. Elle croyait toujours qu'elle avait droit à mon pardon, à mon aide, à ma compassion. J'ai montré la lettre à Marc. Il l'a lue, son expression un mélange de dégoût et d'incrédulité. « Tu n'envisages pas sérieusement de le faire, n'est-ce pas » a-t-il demandé, la voix tendue. « Bien sûr que non, ai-je dit, ma voix glaciale. Mais je vais écrire une lettre, juste pas celle qu'elle attend. » J'ai passé la semaine suivante à rédiger ma réponse. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais écrite. J'ai déversé toute ma douleur, toute ma colère, tout mon chagrin sur la page. J'ai écrit sur la terreur de ne pas savoir où était ma fille, l'agonie de ne pas être reconnue par elle, le long et lent processus de reconstruction de notre lien. J'ai écrit sur les mensonges, la manipulation,
le manque d'empathie stupéfiant. J'ai écrit sur le procès, le verdict, les 20 ans auxquels ils avaient été condamnés. Et puis, j'ai répondu directement à sa demande. Je lui ai dit que le pardon n'était pas quelque chose auquel elle avait droit, c'était quelque chose qui devait se mériter. Et elle n'avait rien fait, absolument rien, pour le mériter. Je lui ai dit que je n'écrirais pas de lettre à la commission des libérations conditionnelles en sa faveur. En fait, j'écrirais une lettre les exhortant à refuser sa libération conditionnelle, à la garder en prison pour la durée complète de sa peine. Je lui ai dit qu'elle était un danger pour moi, pour ma fille, pour la société, et je lui ai dit que je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour m'assurer qu'elle n'ait plus jamais la chance de faire du mal à qui que ce soit. J'ai envoyé la lettre, la main ferme, le cœur en paix. C'était une déclaration de mon indépendance, une rupture finale et définitive des liens qui m'avaient attaché à elle pendant si longtemps. C'était une lettre de rage, de douleur, de chagrin, mais c'était aussi une lettre d'amour. Une lettre d'amour pour moi-même, pour ma fille, pour la vie que nous avions construite ensemble. Une vie enfin, vraiment, libérée des ombres du passé. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une autre lettre, cette fois de la Commission des libérations conditionnelles. Ils avaient refusé la demande de libération anticipée de ma mère. Ils avaient inclus une copie de la lettre que j'avais écrite, une reconnaissance silencieuse du pouvoir de mes mots. Je l'ai lue, un sentiment de satisfaction tranquille s'installant en moi. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de justice, il s'agissait de protéger ma famille, ma paix, mon bonheur durement gagné. Je n'ai plus jamais entendu parler de ma mère, ni de mon père, ni de ma sœur. Ils étaient un chapitre clos de ma vie, une histoire qui avait, enfin, par bonheur, pris fin. La vie a continué. Chloé a commencé l'école, s'est fait des amis, a découvert une passion pour le football. Marc et moi nous sommes rapprochés, notre amour une flamme calme et constante au centre de nos vies. Nous avons acheté un chien, un golden retriever adorable et maladroit, qui a rempli notre maison de rire et de poils. Nous étions une famille normale, heureuse, ennuyeuse. Et c'était tout ce que j'avais toujours voulu. Parfois, tard dans la nuit, quand la maison est silencieuse et que tout le monde dort, je pense à eux. Je me demande s'ils ressentent jamais de remords, s'ils regrettent jamais ce qu'ils ont fait. Je me demande s'ils pensent jamais à la petite fille qu'ils ne connaîtront jamais, à la fille qu'ils ont rejetée. Mais alors, je regarde ma propre fille, dormant paisiblement dans son lit, son visage une image parfaite d'innocence et de confiance. Et je sais que j'ai fait le bon choix. Je l'ai choisi. Je me suis choisie. J'ai choisi une vie d'amour et de lumière, une vie libérée des ténèbres qu'ils avaient créées. Et je la choisirai à nouveau, 1000 fois. À mesure que Chloé grandissait, les questions devenaient plus précises. « Pourquoi n'ai-je pas d'autres grands-parents » demandait-elle, le front plissé par la concentration. « Tous mes amis en ont 2 pères. » Je prenais une grande inspiration et je lui donnais la version de la vérité adaptée à son âge. « Certaines personnes, ma chérie, ne savent pas comment être une famille. Elles font de mauvais choix qui blessent les gens. » C'était une réponse vague et insatisfaisante, mais c'était le mieux que je pouvais faire. Je ne voulais pas l'empoisonner avec les détails de leur toxicité. Je ne voulais pas qu'elle porte le poids de leurs péchés. Mais un jour, alors qu'elle avait 12 ans, elle est rentrée de l'école avec une expression sur son visage que je n'avais jamais vue auparavant. C'était un mélange de colère, de confusion et d'une tristesse profonde et intense. Elle avait fait un projet d'arbre généalogique pour l'école, et elle avait fait ses propres recherches. Elle avait trouvé les articles de presse sur le procès. Elle avait lu sur l'enlèvement, les mensonges, la trahison, elle savait tout. Nous nous sommes assises sur son lit, les articles étalés entre nous, un témoignage silencieux de la laideur de notre passé. Elle n'a pas pleuré. Elle m'a juste regardée, ses yeux pleins d'une sagesse qu'aucun enfant de 12 ans ne devrait posséder. « Ils ont essayé de me voler » a-t-elle dit, sa voix un petit murmure tendu. « Ils ont essayé de te voler à moi. » J'ai hoché la tête, la gorge trop serrée pour parler. « Pourquoi » a-t-elle demandé, ce seul mot, un univers de douleur. Pourquoi ferait-il ça ? Et pour la première fois, je lui ai raconté toute l'histoire. Je lui ai parlé de mon enfance, de mon rôle de gardienne de la famille, de leur égoïsme, de leur sentiment de droit, de leur incapacité stupéfiante à aimer quelqu'un plus qu'eux-mêmes. Je lui ai tout dit. Et pendant que je parlais, j'ai vu un changement dans ses yeux. La confusion a été remplacée par une colère froide et dure. La tristesse a été remplacée par une loyauté féroce et protectrice. Elle n'était plus seulement ma fille. Elle était mon alliée, ma défenseuse, ma partenaire de survie. Cette conversation a tout changé. C'était comme si un mur était tombé entre nous, un mur dont je n'avais même pas réalisé l'existence. Notre lien, déjà fort, est devenu indestructible.
Nous étions une équipe, un front uni contre le monde. Nous avions affronté le pire, et nous avions survécu, ensemble. Quelques années plus tard, à la veille de la libération prévue de ma mère de prison, j'ai reçu un appel d'une assistante sociale. Elle m'a dit que ma mère était mourante, un cancer. Il lui restait quelques mois, tout au plus. Elle voulait me voir. Elle voulait voir Chloé. J'ai écouté, mon visage un masque de pierre. Je n'ai rien ressenti, pas de pitié, pas de tristesse, pas la moindre lueur du vieux sentiment familier d'obligation. Cette partie de moi avait disparu, consumée dans les feux de sa trahison. J'ai dit à l'assistante sociale, d'une voix calme et ferme, que nous ne lui rendrions pas visite, que nous n'appellerions pas, que nous n'enverrions pas de cartes. Ma mère avait fait son choix il y a 20 ans, et maintenant, elle devait en assumer les conséquences. Ou plutôt, mourir avec. Certains pourraient me trouver cruelle. Ils pourraient dire que j'aurais dû faire preuve de compassion, que j'aurais dû lui pardonner dans ces derniers moments, mais ils n'étaient pas là. Ils n'ont pas vu l'expression sur le visage de ma fille quand elle a réalisé qu'elle avait été volée. Ils n'ont pas ressenti l'agonie d'une mère qui a dû regagner l'amour de son propre enfant. Le pardon est un cadeau. Et c'est un cadeau que ma mère, mon père et ma sœur ne recevront jamais de moi. Ils peuvent pourrir en enfer, je m'en fiche. Mon seul regret est de ne pas les avoir vus pour ce qu'ils étaient plus tôt. Mon seul regret est de leur avoir un jour confié la chose la plus précieuse de ma vie. Alors, laissez-moi vous demander, suis-je allé trop loin ou pas assez loin? Dites-le moi dans les commentaires.